Merci d'avoir pris rendez-vous avec la PES TV pour le compte du magazine Vivement Congo. Vivement Congo, c'est notre place, c'est notre cadre, c'est notre forum où nous échangeons sur les questions qui préoccupent la majeure partie de la population congolaise, mais ce, dans le but de trouver ou encore de proposer des solutions idoines, de sorte que notre pays, notre nation, notre république reste toujours une nation forte. C'est pourquoi nous disons toujours Vivement Congo. Comme vous le savez, les institutions sont mises en place déjà. Il y a l'Assemblée nationale qui a été doté de son bureau définitif contre vents et marées. Et le bureau définitif est là, présidé par l'honorable président Vital Kamerhe, mais également le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa a aussi son équipe qui a été déjà nommée sur ordonnance présidentielle. Nous n'attendons que son investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau du Sénat, nous avons le bureau provisoire qui est déjà en place, mais le doyen, c'est lui qui est âgé de 93 ans, l'honorable Jonas Mukamba Kadiatra Nzemba, réclame la présence provisoire de cette institution par le fait qu'il se retrouve plus âgé que l'honorable président Pascal Kinduelo, qui a 85 ans mais a été élu le 29 avril et Jonas Mukamba a été élu le 24 mai, que dit la loi. Peut-être nous en parlerons avec ample détail dans ce que nous allons faire d'ici là. Mais nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un avec qui nous allons devoir échanger de vive voix. Nous allons essayer d'analyser, donner des précautions par rapport à ce que nous devons avoir comme point de vue ou encore comme analyse sur des questions brûlantes de l'ère dont nous venons d'évoquer. Lui, c'est l'honorable John Kolela. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et membre de l'Union sacrée. Honorable John Kolela, nous vous saluons. Salut très cher Charles, Charlie à tous les téléspectateurs de partout où vous aurez l'opportunité de nous suivre. Voilà, et je me dis, est-ce que de nos jours vous vous sentez à l'aise par rapport à ce que vous avez fait comme cri d'alarme? Vous avez tiré la sonnette d'alarme pour, n'est-ce pas, dénoncer certaines pratiques non démocratiques au sein de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez trouvé gain de cause? Évidemment, je me sens très à l'aise parce que je ne vis pas par procuration. J'ai lancé un cri d'alarme. Si les gens pourraient être contre moi, ils peuvent m'attaquer sur les arguments pour me démontrer le contraire. Nous sommes une république. Il faut que nos autorités, qu'ils soient soit de l'Union sacrée ou les autres, puissent tenir compte de ce qui est dans la société. Il ne faut pas créer trop de frustration. C'est inutile d'ailleurs parce que nous sommes nombreux. Il y a des jeunesses montantes qui méritent aussi mieux que de rester dans les carcans de mêmes personnes qui n'apportent d'ailleurs rien à la République au regard de leur bilan passé et qui sont toujours là pour bloquer la République. Heureusement que vous avez souhaité qu'on en parle aujourd'hui sur pareil dossier. Je crois que c'est une opportunité pour nous de nous armer pour dire aux uns et aux autres que ça ne va pas continuer ainsi. J'ai aimé parce que dans certains partis politiques, il y a eu des ajustements en rapport avec ces cris d'alarme et c'est la République démocratique du Congo qui en est bénéficiaire. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé? Honorable John Kolela, vous êtes de l'UDPS. Curieusement, vous avez émis un avis contraire au ticket présenté par l'Union sacrée, dont votre parti est le fils aîné de ces regroupements politiques. Qu'est-ce qui vous avait motivé à dire non à une liste qui était présentée par l'Union sacrée? Oui, sincèrement, c'est la démocratie d'abord à l'UDPS parce que le fait président Tshisekedi ne nous a pas appris la dictature. Il nous a dit d'être courageux, d'exprimer nos opinions et d'être corrects envers nous-mêmes et envers notre propre conscience. Donc, nous ne pouvions pas accepter pareille pratique au moment où la République regorge de beaucoup de potentialités, alors que certaines personnes veulent seulement pour eux-mêmes et pour leurs propres enfants. Donc, ça n'est de trop. Ce sont des choses qui se sont passées depuis le passé. Nous pensions que peut-être que c'était de manière sporadique et que ça devrait cesser. Mais du moment où ça continue au jour le jour, il fallait quand même qu'il y ait des courageux parmi nous qui doivent sévrer le reste de l'humanité. Donc c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence par lancer ces cris d'alarme et que les autres devraient suivre. Et je suis convaincu que dans la plupart même des partis politiques, plusieurs personnes ont tenu des réunions pour essayer un peu de changer de fusil d'épaule. Voilà. Parce que nous sommes avec vous, je crois bien que Hervé Papi Agamba, vous qui êtes là de l'autre côté, vous allez nous aider à placer déjà notre thématique sur l'émission. La thématique a été choisie déjà avec Bishop, ça sera déjà placé incessamment. Est-ce que vous vous sentez dans cette peau de celui qui a déclenché un éveil de conscience? Est-ce que vous vous sentez dans la peau de celui qui a agité l'Assemblée nationale pour que le député
puisse dire non à une liste leur présentée par la famille majoritaire à l'Assemblée nationale? Bon, je ne dirais pas que c'est simplement moi, je dirais que c'est une affaire qui était dans le cœur des uns et des autres. Peut-être que par peur des représailles des autorités morales, parce que la guerre que j'ai déclenchée, c'est une guerre contre les autorités morales, contre leurs intérêts privés. Et c'est vrai que j'ai parlé, et je ne peux pas dire que m'enorgueillir pour dire que c'est moi qui suis le seul à le faire. Ceux-là qui ont adhéré à cette idée aussi sont des partenaires dans cette bataille. Et ils peuvent aussi s'attribuer cette victoire-là. C'est une victoire d'ensemble. Je pense que peut-être que moi, j'ai dit tout haut ce que la plupart pensaient déjà tout bas. C'est vrai qu'il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse avoir ce courage-là. Le même message, quand je l'ai lancé, je vous rassure que j'ai lancé ça même au chef de l'État. Je lui ai écrit pour lui dire que, monsieur le chef de l'État, ça ne doit pas continuer ainsi. Même l'émission que vous avez relayée, d'ailleurs, je vous remercie aussi pour l'avoir fait. N'eût été vous, peut-être que le message ne serait pas arrivé là où il devrait arriver. Merci. Donc, je remercie votre promptitude de me recevoir et de faire véhiculer ces messages-là. Le chef de l'État aussi, je lui ai posté le même message sur son compte. Il en a lu. Et je crois que ça éveille un peu de conscience et que chacun pourrait peut-être regarder le passé, comment les choses se passent et essayer de corriger. Parce que le renouvellement de la classe politique, c'est vrai. Ce n'est pas le changement de Dieu par le jeune, c'est le changement de la mentalité. Mais il ne fallait pas que ceux qui nous ont précédés puissent s'accaparer de tout au point de créer la frustration, au point de nous faire croire que nous sommes des inutiles et qu'il n'y a que eux et leurs familles qui peuvent diriger la République. Au sein de la population, il y en a plusieurs d'autres potentialités qui peuvent apporter un plus à la gestion de la République, d'ailleurs à améliorer même. Le fait d'être ministre, premier ministre, chef de l'État ne signifie pas que vous êtes plus intelligent que les autres qui sont à la maison. C'est simplement la chance que vous a apporté là-bas, la nomination ou bien l'élection. Mais il y en a plus intelligents que vous qui attendent encore à la maison. Il ne faut pas abuser parce que vous êtes là, vous commencez à partager le pouvoir entre vos membres de famille. Ça ne continuerait pas aussi longtemps que les gens de ma race existeraient. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est doté d'une majorité. Et c'est à 85% que la classe politique se range derrière le chef de l'État. Mais l'on se pose la question, est-ce que cette même classe politique ne prend pas le président de la République en otage? Parce que nous avons vu, après avoir manifesté le boycott de la liste composant le membre du bureau définitif de l'Union sacrée pour les comptes de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a réuni encore ses députés. C'est comme si le chef de l'État subit des chantages de la part de l'Union sacrée. Le chef de l'État, si vous comprenez très bien sa façon de voir les choses, c'est un démocrate. Et cette démocratie-là, parfois, certains l'interprètent comme une faiblesse ou bien comme manque de leadership pour ne pas s'imposer. Et les gens qui parlent ainsi, ce sont les gens qui sont à la recherche d'une dose de la dictature, tout simplement. Parce qu'ils confondent la dictature et la démocratie, et ils estiment que le chef de l'État peut s'imposer à tout bout du champ pour imposer sa propre volonté. Mais étant que fils d'un démocrate, de l'école de la démocratie qui est l'UDPS, il laisse le temps au temps pour que les gens puissent convenir sur base des principes et des règles pour tracer le schéma de l'avenir. Il ne faut pas que les gens maintenant commencent à profiter de sa bonne foi pour faire correctement les choses, qu'il ait les responsabilités pour décider, pour commencer à en abuser. Donc, vous avez raison de poser cette question. Dans une certaine mesure, les gens commencent à abuser de la bonne foi du chef de l'État qui a laissé la démocratie évoluer. Nous commençons par le bureau définitif. Il y a eu des difficultés. Je crois bien que si la régie parle le même langage avec nous, nous aurons des images où le chef de l'État a échangé avec les députés au chapiteau à la Cité de l'Union africaine. C'est pourquoi nous disons, est-ce que c'était du chantage fait au chef de l'État? Comme ça, il va nous appeler, nous allons échanger. Non, je crois que le chef de l'État n'est pas dans la logique qu'il est victime de chantage, quoique les uns de l'autre côté pensent qu'ils doivent les faire chanter pour agir. Mais le chef de l'État veut assez que chacun puisse prendre conscience de ses responsabilités et d'agir étant que les hommes d'État. Les députés, c'est vrai que nous avons lancé par exemple le problème de bureau définitif avec lequel nous n'étions pas d'accord, le fait que les uns et les autres choisissaient les membres de leur propre famille. Mais les objectifs ne sont pas les mêmes avec ceux-là qui ont agi. Nous avons lancé cette affaire-là de manière que ça soit pour l'intérêt général, mais il y en a les autres qui ont essayé de récupérer ça pour leur profit, pour que leur parti se retrouve, ou bien qu'on puisse changer les quotas de leur parti. Peut-être qu'ils espéraient que c'était leur propre nom qui devrait remplacer les autres. Donc ne faisons pas les choses pour les intérêts égoïstes, faisons les choses sur base des principes et des règles pour que tout le monde
puissent se retrouver de la même manière. Mais à voir ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, les députés habitués à la corruption et à l'argent, parce que ça n'a pas encore changé dans leur tête, ils estiment qu'en créant des situations comme ça, on peut le corrompre, ils peuvent se positionner pour avoir beaucoup d'argent. Je crois que cette pratique-là doit cesser, de sorte que nous puissions œuvrer pour le bien-être de la population. Si c'est question de chantage, je pense que c'est suffisant, parce que, particulièrement si nous regardons très bien, avec la mise en place du gouvernement à venir, c'est comme s'il y a encore des chantages pour l'investiture du gouvernement. Les chantages viennent d'où? Il y en a qui profitent du fait qu'ils disent qu'il y a, par exemple, les Maniema qui n'est pas représenté, pour dire que non, dans ces cas-là, on n'investit pas le gouvernement. Non, la représentativité n'est pas à confondre avec la représentativité républicaine. La Constitution parle de la représentativité nationale. Dans le mot national, il n'y a pas la répartition des provinces. Quand on parle nation, on parle les idéaux autour desquels nous sommes unis. Quand on parle de république, on parle de la répartition géographique. Quand on parle État, on parle des niveaux de pouvoir. Alors, si la Constitution parle de la représentativité nationale, il est normal qu'une des provinces ne se retrouve pas étant que province, mais qu'elle se retrouve par exemple étant qu'espace linguistique, qu'elle se retrouve en termes de partis politiques qui la représentent au niveau de l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, c'est un faux fuyant parce que toutes les provinces à ce jour, selon certaines informations, sont représentées, y compris les Maniema. Si vous regardez l'origine de la ministre des Affaires sociales, Madame Aziza, je crois, si je ne m'abuse pas par rapport à son nom, elle est originaire de Maniema, mais elle est née et grandie au Katanga et elle est allée poursuivre ses études en Belgique. Le fait qu'on peut nommer une ministre qui n'est pas née et grandie au Maniema, mais qui est d'origine maniémène, ça veut dire qu'au moins les Maniema est représenté. Donc, les députés qui cherchent cela, ce sont les députés, parfois ce sont les anciens qui connaissent bien les méandres de l'Assemblée nationale, qui sont en train d'intoxiquer les nouveaux venus pour voir dans quelle mesure ils peuvent se faire l'argent au détriment de la population. Très chers députés, la population a beaucoup souffert. Ce n'est pas le moment de chercher de faire de l'Assemblée nationale un marché international de la corruption. Parce que vous nous retrouverez sur votre chemin pour vous contredire et pour dire à la population de s'ériger en obstacle contre vos manœuvres dilatoires que vous êtes en train de faire. Madame Judith est nommée ministre. C'est vrai que toutes les provinces ne sont pas représentées de la même manière sur base de certaines réalités politiques. Parce que la représentativité n'est pas que provinciale. Quand on parle de représentativité nationale, c'est-à-dire on peut représenter en termes de partis politiques, en termes d'intérêt ou bien en termes d'idéologie. Donc il y a en termes de jeunes et de vieux, en termes de femmes et d'hommes. Donc tout cela doit être pris en compte dans cette représentativité-là. Voilà. Comme vous avez dit là, vous avez énuméré les différents éléments qui doivent définir la représentativité. Mais lorsque l'opinion constate sur terrain, c'est comme si, nous revenons toujours dans ce que nous avons dit dans notre thématique, Félix Tshisekedi dit, est-ce qu'il est devenu un otage pour l'Union sacrée? Nous prenons le cas du gouvernement. Le gouvernement a pris son temps pour être publié. Nous avons vu des concertations en concertation. La première ministre a reçu des gens, comme vous le savez, et après un moment donné, quand on publie le gouvernement, on retrouve 23 personnes qui sont des anciens ministres du gouvernement Sama 2. Curieusement, pour la plupart, ils sont des députés nationaux. On se pose la question, est-ce qu'il faut seulement être nécessairement député pour être membre du gouvernement? Mais également, est-ce que seulement il fallait reconduire assez de gens comme ça qui étaient dans cette équipe-là que le président dit ne va plus reprendre les erreurs du passé. Mais c'est cette équipe-là qui l'a amené à certaines erreurs, mais il reconduit encore certains ténors de cette équipe. Qu'allons-nous dire? Est-ce que le chef de l'État est pris en étau par ses autorités morales qui composent l'Union sacrée, ou le chef de l'État n'a pas de main libre pour, n'est-ce pas, désigner des membres du gouvernement, sur proposition de la Première ministre? Je crois que dans le tête de ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée, ils croient qu'ils peuvent faire chanter le chef de l'État en le prenant en otage dans ce sens. Mais le chef de l'État, je ne pense pas que c'est lui qui a désigné les ministres. Le chef de l'État a laissé la Première ministre dans sa liberté d'agir, mais la Première ministre peut être victime du comportement de l'autorité morale, comme vous le savez. Mais c'est le chef de l'État qui signe, il a les pouvoirs discrétionnaires.
Non, comment on peut lui présenter des noms que lui-même n'estime pas être de l'obédience de la population et puis il signe? La discrétion est dans une certaine mesure, mais pas totale, parce que nous ne sommes pas dans une situation où un parti politique a à lui seul la majorité parlementaire. Vous savez que c'est une majorité négociée à travers l'informateur. Donc quand les gens viennent vous accompagner, ils ont aussi leurs intérêts dont il faut tenir compte. Ça, c'est la première faiblesse de la démocratie aussi. La démocratie, quoique positive, elle a aussi des faiblesses. Le fait que nous avons négocié, par exemple, que pour former la majorité, nous sommes d'accord de suivre la vision du chef de l'État, mais nous devrons nous partager les institutions. Dans les partages des institutions, il y a des quotas pour chaque parti politique. Quoique membre de l'Union sacrée, mais chaque parti politique doit gérer de manière autonome, indépendante, son quota à lui. Si l'UNC gère son quota à lui à son niveau, l'UDPS ne veut pas aller fouiner dans les affaires de l'UNC. Vous voyez au moins, à ce niveau maintenant, il revient maintenant à chaque parti politique à son niveau de choisir par exemple les animateurs. L'Union sacrée se limite à dire que non, l'UNC vous avez 5 ministres. Mais l'Union sacrée ne sait pas aller au niveau de l'UNC pour imposer les noms des gens. Là, ça devient une affaire interne à un parti politique. C'est un peu ça la difficulté de notre démocratie à laquelle nous sommes en train de faire face. Donc, si le chef de l'État est là, on a accordé un quota à un parti politique de 5 ministres, on lui amène le nom parmi lesquels il y a les gens comme ceux-là qui sont des ministres qui sont revenus. Je ne pense pas que le chef de l'État irait plus loin que ce qu'on lui a présenté. Donc, c'est-à-dire qu'on est un peu limité parce qu'on est dans un partenariat avec les amis qui ont aussi à un certain niveau leur propre autonomie pour agir. Mais moi, personnellement, étant que cadre de l'UDPS, je ne suis pas d'accord totalement à 100% avec la manière dont on a composé le gouvernement. La question que vous avez évoquée de 23 ministres qui ont travaillé autrefois, dont nous connaissons très bien les bilans, ne m'enchante pas particulièrement aussi parce que le chef de l'État, c'est le 2e mandat et le peuple attend beaucoup de lui. Et reconduire le même ministre dont il est juste de leur nom, c'est nous revenons toujours au problème de nom que nous sommes en train de dénoncer. Mais c'est pourquoi nous parlons... Il faut être Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État est pris en otage ou comment? Dans une certaine mesure, oui. Pris en otage, non pas parce qu'il veut, mais parce que les conditions ou l'environnement politique dans lequel nous sommes en train d'évoluer l'obligent d'être dans cette situation de difficulté. Nous sommes dans une situation politique où il n'a pas la majorité à lui seul. S'il ne négocie pas la majorité avec les autres, c'est qu'il n'aura pas l'impérium. C'est que les choses vont basculer de l'autre côté, par exemple, de l'opposition. Donc, il y a des contraintes qui l'obligent parfois d'être plus flexible à des pareilles situations parce que la conjoncture politique les lui oblige. Mais, honorable John Kolela, le président doit être flexible devant une catégorie de personnes au détriment de toute une population qui attend de lui des solutions idoines? C'est ce que je dis. Ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend des conditions et de nos lois. La loi dit que pour avoir la primature et implémenter ta politique, cherche la majorité. Malheureusement, la majorité, on ne peut pas aller la louer dans un autre pays ou bien au ciel. La majorité, on ne peut que la former en fonction de ce que le peuple nous a donné comme qualité de député médiocre ou meilleur. C'est celle-là qu'on nous a donné. La classe politique que nous avons, c'est celle-là. On ne sait pas aller négocier avec l'ANC de l'Afrique du Sud ou bien le parti politique français ou américain. Donc nous sommes obligés de faire avec le parti qui sont les nôtres. Et devant cette réalité-là, il y a les gens qui profitent pour essayer de faire du chantage au chef de l'État en voulant donner que leur propre nom, parce qu'au niveau de leur parti politique, tous les membres de leur parti politique sont des fainéants. Il n'y a que eux et leurs femmes qui sont les plus meilleurs. Alors, si les chefs de l'État devraient avoir la possibilité d'intervenir dans chaque parti politique, ça aussi vous appellerez la dictature. Ils devraient le faire. Malheureusement, la réalité veut assez que chaque parti reste indépendant et autonome. Et lorsque le parti présente le nom, le chef de l'État ne peut qu'accéder à cela, quoique la population attendait peut-être autrement. Mais la conjoncture fait assez que nous puissions être devant une évidence et accepter cette situation. Je ne suis pas d'accord avec la formation du gouvernement, non pas par la qualité des gens qui y travaillent, mais plutôt par rapport à cette manière de faire, où les gens, ce sont le même presque. Si vous regardez, même 100%. Mais apparemment, ça frise un remaniement de Sam à 3 et non une nouvelle équipe. Évidemment, ça frise le remaniement, mais ce n'est pas aussi interdit. Le chef de l'État, ensemble avec le Premier ministre, sont libres de leur choix. Que tu sois ancien ministre ou nouveau, la Constitution ou les lois des pays n'interdisent pas qu'on puisse te reprendre. Mais est-ce que les erreurs du passé
sont en train d'être évitées ou bien ça continue? Pour parler des erreurs du passé, il faut attendre la gestion du gouvernement quand elle sera en jeu. Parce que c'est vrai, ça paraît comme erreur du passé dans la mesure où ce sont les mêmes personnes. Mais il faut les juger par rapport aux actes qu'ils ont posés. Même les médiocres peuvent comprendre qu'on m'a accordé une deuxième chance. J'ai mal agi autrefois. Cette deuxième chance, je peux fournir des efforts pour corriger les erreurs du passé. Les ministres sont là. La plupart de ceux qu'on a reconduits ont été médiocres au moment de passage passé. Je dis bien la plupart. D'ailleurs, 100% sont presque les gens reconduits. Parce que les autres que vous qualifiez de nouveaux sont nouveaux dans le gouvernement, mais ils viennent peut-être des régies financières. Donc ce sont les gens qui étaient au moins quelque part, dont on connaît ce qu'ils ont fait, mais qui sont pris dans le gouvernement, peut-être sur base de l'expérience théorique au regard de leur diplôme, mais en réalité dans la gestion, pour la plupart, moi je trouve qu'ils ont des problèmes de bilan. Alors, ils sont là, accordons-leur le temps de travailler et de les juger par rapport à leur rendement. Donc, je ne suis pas d'accord avec la taille du gouvernement aussi. 54 ministres, c'est trop large au regard de la situation qui traverse le pays et les défis qui sont en train de nous attendre. Moi, j'ai pensé à un gouvernement de plus ou moins 30 à 35 personnes. À ce moment-là, au moins, ça ferait, c'est vrai, ce ne serait pas grande chose, mais ce sera peut-être une manière de diminuer les Il y a des ministres délégués, bon. Non seulement des ministres délégués, mais aussi des vice-ministres. Des vice-premiers ministres, il y en a au total 6. Ce n'est pas les rangs qui fait le travail. C'est le ministre qui fait le travail. Le même travail que Jean-Pierre Bemba peut faire comme étant vice-premier ministre, il peut le faire comme étant ministre. Vous voyez. Mais tous ces qualificatifs-là, ça a des conséquences sur les trésors publics. Donc moi, je crois qu'il fallait qu'on puisse quand même trouver une équipe moyenne d'environ 30 à 35 ministres, pas avec le qualificatif de vice-premier ministre, ministre d'État, peut-être un ou deux vice-premiers ministres, peut-être un ou deux ministres d'État, et le reste, ça reste de ministres et des ministres, de vice-ministres. Alors, en ce moment-là, ça aurait peut-être impacté sur la compréhension de la population pour voir qu'il y a au moins des mesures qui peuvent les aider. Mais par rapport à ça, John Kolela, dites-nous, vous avez fait 32 ans de lutte dans l'UDPS pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas avoir des arguments solides pour parler de l'UDPS après le second mandat de Félix Tshisekedi? Je ne saurais pas conclure aujourd'hui. C'est vrai que la grande responsabilité est portée par l'UDPS, mais au moment où tu poses cette question, nous parlons que c'est l'union sacrée qui est là parce que l'UDPS ne peut pas gouverner seul. Si c'était l'UDPS seul, peut-être que les choses se passeraient autrement selon la compréhension de l'UDPS. Mais ici, nous devons être compréhensifs aux autres partis qui ne sont pas l'UDPS selon leur manière de voir les choses pour que nous trouvions le juste milieu afin d'évoluer ensemble. Mais néanmoins, sur le principe, je dis que le second mandat du chef de l'État vient de commencer. Les institutions sont en train d'être installées. Attendons-le au niveau du résultat. Nous serons très regardants. Il n'y aura pas plus opposants que nous-mêmes UDPS contre UDPS parce que nous voulons assez que notre bilan soit réellement positif au regard de tout ce que nous avons toujours déclaré, au regard du combat que nous avons mené de plus ou moins 37 ans, pas 32 ans comme venait de le dire, c'est 37 ans. Voilà. Il fallait que les choses puissent sérieusement changer et de la manière la plus radicale possible. Si ça continue à être comme autrefois, rassurez-vous que nous ne mâcherons pas le mot, nous serons obligés de recadrer les gens, quelles que soient les conséquences qui peuvent nous attendre. Ça fait bientôt 2 mois, ou encore nous sommes déjà 1 mois et demi, depuis que les gouverneurs de province ont été élus, mais ils n'entrent pas en fonction. Qu'est-ce qui bloque la signature de l'ordonnance pour le gouverneur de province? Nous avons ici à Kinshasa normalement Jean-Tini Ngobila qui est déjà partant, il est déjà sénateur, mais le gouverneur issu de l'UDPS, Daniel Bumba, n'est pas encore entré en fonction. Qu'est-ce qui bloque? Merci beaucoup. Je pense que nous devrons entrer aussi dans l'histoire de notre pays. Il ne suffit pas que l'élection se passe au niveau de l'Assemblée provinciale et que tout est terminé. Il y a les étapes et les échéances que la loi a fixées en rapport avec des contentieux et aussi bien que les élections ne se sont pas passées tous au même jour. Le chef de l'État, dans sa stratégie comme autrefois, il peut attendre que partout ça soit terminé et qu'il y ait même le résultat définitif. Les contentieux puissent terminer. En ce moment-là, on lance le tout au même moment. Je ne pense pas qu'il y a péril en demeure.
c'est question d'attendre que les échéances, c'est pourquoi nous disons même par exemple en ce qui concerne le changement ou la révision de la Constitution, il y a des choses qui nous rattrapent au regard de notre régime, au regard de la manière dont la société est structurée et organisée. Donc je crois qu'il y a eu des contentieux, c'est tout récemment que certaines décisions ou certains résultats ont été proclamés définitivement par la Cour. Alors, à ce moment-là, il fallait attendre que tout soit fait prêt, de sorte que toutes les provinces commencent au même moment. Je pense que c'est la seule raison qui peut militer en faveur de ce retard-là. Les députés nationaux, l'émanation du peuple, se constituent aujourd'hui en obstacle pour faire avancer les choses. Nous avons appris qu'ils ne devraient pas accepter l'investiture du gouvernement. L'honorable président des 7 chambres basses a joué son rôle. Il a fait de sorte que toute les représentations des regroupements politiques se sont mis d'accord. Les violons se sont accordés pour accepter l'investiture du gouvernement. Maintenant que ce gouvernement sera investi dans un bref délai, quelles sont les urgences avec lesquelles l'équipe souminoise devra commencer? Les urgences que la population attend. L'équipe souminoise, je lui donnerai les conseils de ne pas se comporter comme Matata Pogno à l'époque. Matata Pogno a bénéficié d'une économie stable grâce aux efforts de Mozito qui lui avait bénéficié d'une économie instable à cause de la crise internationale sur le plan économique. Vous vous rappelez de la crise de 2008. Malgré la crise, Mozito était capable de trouver solution à atteindre le point d'achèvement, à augmenter les budgets de 800 millions à 3,8 milliards de dollars, de stabiliser la monnaie depuis 2010. La monnaie dont Matata Pogno parle de la stabilité, ce n'est pas lui. La monnaie est stable depuis 2010. Matata est venu juste consolider la stabilité que Mozito avait déjà établie. Malgré cette stabilité et l'environnement économique propice à la croissance, Matata Pogno n'a pas donné la croissance à la République. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus concentré sur la politique conjoncturelle au lieu de se concentrer sur la politique structurelle. La politique conjoncturelle, c'est une politique réservée à la Banque centrale pour stabiliser la monnaie, c'est-à-dire il y a 2 indicateurs macroéconomiques pour cela. Il y a la stabilité interne et la stabilité externe. La stabilité interne, c'est le taux d'échange. La stabilité interne, c'est l'inflation, le contrôle de prix. Et la stabilité externe, c'est le taux d'échange. Depuis Mozito 2010 avait stabilisé ces 2 paramètres. Matata Pogno, à son arrivée, il devrait s'activer sur la politique budgétaire. La politique structurelle, c'est la politique budgétaire. C'est cette politique-là qui doit nous permettre de répondre aux questions essentielles de la vie quotidienne de la population. De combien tu as amélioré les budgets? De combien tu as amélioré l'accès aux soins de santé? De combien tu as amélioré l'accès aux soins médicaux? Plutôt l'accès à la scolarité? De combien tu as amélioré la croissance ou la productivité? Madame Soumino doit se concentrer beaucoup plus sur les questions du concret, non pas d'une stabilité théorique comme Matata l'a fait avec des théories académiques. Il faut quelque chose de pratique sur terrain pour que la population puisse se retrouver. Parce que structurer notre économie, par exemple, donc nous avons une économie extravertie jusqu'à ce jour. Donc il faut que le Congo arrive à produire ce dont nous consommons. Jusqu'à ce jour, nous ne produisons pas ce que nous consommons. Même la cure-dent est importée. Même la tomate est importée, même le peigle ou l'aiguille, c'est importé. Entrez dans les supermarchés, tu vas identifier les produits qui sont produits ici au Congo localement, tu n'en trouveras pas. Tu peux faire dans le supermarché, tu tournes partout, tu n'en trouveras pas. Et comment on va stabiliser notre monnaie à long terme et faire face au choc international lorsque la crise arriverait? Aujourd'hui, il suffit que la frontière entre la Zambie et le Congo ferme aujourd'hui. Demain, le prix des farines arrive à 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de prendre les mesures structurelles pour que notre économie puisse être plus résiliente au choc des autres pays. Si la Zambie entre en difficulté aujourd'hui, les difficultés de la Zambie vont se faire sentir au Congo parce que le Congo n'est pas organisé sur le plan économique. Donc, le grand conseil, c'est de répondre aux questions les plus exigeantes de la population, aux besoins vitaux. Il faut qu'on profite à répondre aux questions structurelles que de s'attarder sur les questions conjoncturelles. Il est vrai que les questions conjoncturelles sont les préalables pour les structures, mais si elles sont déjà maîtrisées, passons à l'étape suivante pour corriger les erreurs du passé. C'est en ce moment-là. L'erreur du gouvernement, par exemple, Sama, c'est quoi? Sama a mobilisé plus de recettes que les autres premiers ministres. Plus de ressources. 16 milliards de dollars pour le budget.
La production a sérieusement augmenté, mais la qualité de la dépense, qu'est-ce qu'on fait de la qualité de la dépense? Rien. Nous avons à ce jour 5 milliards de réserves internationales, mais la monnaie continue à fluctuer. Le taux n'est pas fixe. Avec 5 milliards de réserves, mais vous n'arrivez pas à maîtriser le taux d'échange, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent. Les autres ministres qui ont réussi à stabiliser cela étaient à moins d'1 milliard de dollars, ils ont réussi à le faire. Donc, il ne suffit pas de se limiter à cette théorie-là, il faut concrétiser. Après la stabilité, qu'avez-vous fait de cette stabilité-là? C'est ça la grande préoccupation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Une dernière question, parce que nous l'avions évoqué au début. Au Sénat, il y a l'honorable Pascal Kinduelo qui a 85 ans. Il préside le bureau d'âge. Mais après, il y a eu élection au niveau de l'Équateur. L'honorable Jonas Mukamba a 93 ans. Il réclame aujourd'hui la présidence provisoire du Sénat. Votre lecture? Bon, c'est quelque chose que je demande à la Cour constitutionnelle d'interpréter pour des générations futures. Mais ma lecture présentement est que on considère le plus ancien au moment de l'investiture. Ce n'est pas lorsqu'il y aura des changements plus tard. C'est le jour où on devrait investir le Sénat. On regarde qui est le plus âgé et cela ne bouge pas s'il y a d'autres résultats qui peuvent venir plus tard. Donc le plus âgé est à considérer au moment initial, ce n'est pas au moment, à d'autres moments d'arrivée. Donc le bureau est déjà investi de ce pouvoir-là et le plus âgé qui est là, l'a été au moment de l'investiture du Sénat. Donc je crois que ça sera ça aussi l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Merci, c'était un plaisir de recevoir Honorable John Kolela qui a eu son temps, n'est-ce pas, pour analyser, donner ses avis et considérations par rapport à l'actualité de l'heure. Nous avons été avec lui pendant une demi-heure, il a tout dit et je vous rappelle que c'est cadre de l'UDPS qui a alerté tout le monde pour dire non à cette manière de classer les candidats au niveau de l'Union sacrée pour le bureau définitif et son optimisme a produit des échos favorables et il y a eu rectification au niveau de la présentation de candidats au niveau de l'Assemblée nationale pour les comptes du bureau définitif. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons sur ce plateau. Merci. Le plaisir sera pour nous de vous revoir encore pour d'autres cas d'analyse sur l'actualité de l'heure. Évidemment, je serais ravi de venir parler en profondeur par rapport à la situation économique, essayer un peu de faire la comparaison entre les différents premiers ministres qui se sont succédés pour savoir qui d'entre eux serait le meilleur et qui d'entre eux est en train de tromper l'opinion par rapport aux résultats, alors que les statistiques à la Banque centrale démontrent autre chose. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Au revoir et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Vive Ma Congo. Ciao.